Samori Touré demeure l'une des figures les plus marquantes de la résistance africaine face à la colonisation européenne au XIXe siècle. Surnommé le Napoléon africain, il s'impose grâce à son génie militaire et à son sens remarquable de l'organisation politique. Parti de conditions modestes, il réussit à bâtir un véritable empire, l'empire du Wassoulou, qui s'étendait sur une grande partie de l'actuelle Guinée, mais aussi du Mali, de la Sierra Leone, de la Côte d'Ivoire et du Burkina Faso. Mais au-delà de ses conquêtes militaires, Samori incarne avant tout la dignité et la souveraineté en refusant de céder aux exigences de l'ordre colonial. Inflexible face à l'impérialisme français, il mène une lutte acharnée durant plus de 16 années. Il restera dans l'histoire comme un dirigeant qui préféra le combat à la soumission, gravant ainsi son nom dans la mémoire africaine. Le 19e siècle fut celui de la ruée coloniale en Afrique, notamment après la conférence de Berlin, 1884 à 1885, où les puissances européennes, France, Grande-Bretagne, Portugal, se partagèrent le continent sans égard pour ses réalités ethniques et culturelles. En Afrique de l'Ouest, la France entreprend alors de contrôler le bassin du Niger, un carrefour stratégique pour le commerce et les ressources, menaçant directement les royaumes indépendants. Cette avancée déclenche des résistances farouches, parmi lesquelles celle de Samori s'impose comme la plus redoutable. Visionnaire, il comprend que la colonisation équivaut à l'asservissement de son peuple. C'est pourquoi il fonde un État centralisé et structuré, doté d'une armée disciplinée, organisée selon des modèles modernes et capable de tenir tête aux forces coloniales. Le Wassoulou devient ainsi l'un des principaux remparts contre l'expansion française en Afrique de l'Ouest. À travers cette vidéo, il s'agit de plonger dans l'épopée de Samori Touré, de réhabiliter son héritage et de rappeler son rôle décisif dans la lutte anticoloniale. Ce récit vise à replacer ce héros dans la mémoire collective africaine et universelle, tout en ravivant l'esprit de résistance et de fierté qu'il symbolise. Né aux alentours de 1830 dans le village de Manyambala-Dougou, près de Kankan en Guinée, Samori est issu d'une humble famille paysanne malinké. Son père, Kemoulan Fia Touré, est tisserand et marchand itinérant, tandis que sa mère, Sokona Kamara, se consacre à son foyer. Une légende familiale veut qu'à sa naissance, une prophétie ait été prononcée. Son père aurait rêvé d'un serpent s'élevant vers le ciel depuis ses reins, annonçant la venue d'un descendant promis à un destin hors du commun. Dès son enfance, Samori se distingue par un esprit vif, un sens aigu de l'équité et une autorité naturelle qui annonce déjà son futur rôle de leader. Mais en 1853, un drame vient bouleverser sa vie. Sa mère est enlevée par les troupes de Sori Ibrahima, souverain de la région de Médina. Son père, accablé par cette épreuve, choisit l'exil vers un autre village, laissant Samori seul face à son destin. Animé par une volonté inébranlable de sauver sa mère, il abandonne le commerce et s'oriente vers la voie des armes. C'est dans cette épreuve que se forge son caractère de guerrier et de stratège, qui fera de lui l'un des plus grands résistants de l'histoire africaine. Après le drame qui marqua son enfance et l'épreuve de l'enlèvement de sa mère, Samori prit une décision qui allait changer le cours de sa vie. Pour obtenir la libération de Sokona, il s'est mis au service de Sori Ibrahima en tant que soldat. Cette année passée dans les rangs du souverain constitua une école de rigueur et de discipline, où il s'initia non seulement à l'art de la guerre, mais aussi aux valeurs du commandement et du courage. Il s'illustra par un épisode resté mémorable. Lors d'un siège acharné contre une cité fortifiée, alors que ses supérieurs hésitaient à agir, Samori prit l'initiative d'escalader seul les murailles sous une pluie de balles. Cet acte de bravoure galvanisa ses compagnons et permit de renverser l'issue de la bataille. Admiré par ses pairs et gagné au respect de Sori Ibrahima lui-même, il sortit de cette expérience plus aguerri et déjà reconnu comme un chef en devenir. Fidèle à sa parole,
Le souverain lui rendit sa mère à l'issue de cette année de service. Le retour triomphal de Sokona à Sanankoro marqua un tournant décisif. La communauté acclama Samori comme un héros et beaucoup voyaient déjà en lui les germes d'un grand dirigeant. Fort de cette reconnaissance et porté par une ambition nouvelle, défendre les siens contre l'injustice et instaurer l'ordre dans une région minée par l'instabilité, Samori s'engagea bientôt sur une trajectoire politique et militaire indépendante. En 1868, il rejoignit le royaume de Toron dirigé par Bitike Swané. Mais les tensions internes et son désaccord avec l'autorité rigide du roi l'amenaient à rompre avec cette structure traditionnelle. Dès lors, Samori choisit d'emprunter un chemin autonome marqué par l'audace et la détermination. Il se rallia d'abord à une troupe de pillards conduite par Vefereba Kamara. Très vite, son sens de l'organisation, sa discipline et son charisme lui permirent de prendre le dessus et d'être accepté comme chef de cette bande. Contrairement à son prédécesseur, il imposa une répartition plus équitable du butin, gagnant la loyauté de ses hommes. Cette petite troupe devint alors l'embryon d'une véritable armée disciplinée, annonciatrice de la future force militaire du Wassoulou. Progressivement, Samori lança des expéditions militaires dans les villages environnants, mêlant diplomatie et usage de la force. Ceux qui acceptaient de se rallier à lui étaient intégrés sans violence, tandis que les récalcitrants étaient soumis par les armes. Cette stratégie porta rapidement ses fruits. Installé à Bissandougou, qu'il choisit comme centre stratégique, Samori fit de ce village son bastion politique et militaire. Il y organisa les premiers rudiments d'une administration et posa les bases de ce qui deviendrait un empire. Son ascension ne tarda pas à susciter l'inquiétude de Sori Ibrahima, son ancien maître. Craignant sa puissance grandissante, celui-ci dépêcha ses deux fils avec une armée pour l'écraser. Mais Samori, grâce à son sens tactique et à la fidélité de ses troupes, infligea une défaite écrasante, allant jusqu'à capturer et exécuter les héritiers du souverain. Humilié, Sori Ibrahima dut engager une confrontation directe. La bataille de Bissandougou fut décisive. Les forces de Samori l'emportèrent une nouvelle fois. Pourtant, dans un geste surprenant de clémence, il épargna la vie de son ancien suzerain et exigea en retour sa bénédiction. Ce choix renforça sa légitimité aux yeux des populations, qui le perçurent comme un dirigeant à la fois puissant et investi d'une mission divine. Dès lors, maître incontesté de Bissandougou et de ses environs, Samori adopta le titre d'Almami, commandeur des croyants. Ce titre illustrait sa double légitimité, chef militaire et politique, mais aussi leader religieux. Il réorganisa en profondeur son armée, en introduisant une hiérarchie stricte et une discipline rigoureuse. Les Sofas, soldats loyaux et dévoués, devinrent le cœur de sa puissance militaire, encadrés par des généraux, Kélétiji, et soutenus par des recrues en formation Bilakoro. Parallèlement, il mit en place une administration centralisée. L'empire fut divisé en provinces, elles-mêmes subdivisées en cantons, dirigés par des gouverneurs désignés pour leur loyauté et leurs compétences. Ceux-ci avaient pour rôle de lever l'impôt, de réguler le commerce et de maintenir l'ordre. Sur le plan juridique, Samori combina les principes de la charia islamique avec les coutumes locales, instaurant un système judiciaire à plusieurs niveaux allant des affaires locales aux questions d'État. Sous sa direction, le Wassoulou se transforma en un État structuré et puissant, disposant d'une armée professionnelle d'environ 30 000 hommes, dont une cavalerie de 3 000 et une infanterie organisée en brigades. Grâce à une discipline stricte et à des armes modernes importées, mais aussi produites localement, Samori posa les bases d'un empire redouté et respecté, capable de rivaliser avec les puissances coloniales qui commençaient à encercler la région. En plus de sa puissante organisation militaire, Samori Touré développe un réseau de renseignements particulièrement élaboré, destiné à surveiller aussi bien ses ennemis que ses alliés. Les commerçants Djoula, parcourant régulièrement les routes entre le Sahara et la côte, deviennent les yeux et les oreilles de l'Empire. En
recueillant des informations sur les Français et sur les royaumes voisins, ils offrent à Samori une connaissance précieuse du terrain géopolitique. À cela s'ajoutent des espions infiltrés jusque dans les campements français, capables de rapporter des détails stratégiques essentiels sur leur plan de guerre. Ces informations permettent à Samori d'adapter en permanence ses manœuvres et de garder une longueur d'avance sur ses adversaires. Pour renforcer son armée, il met en place une politique d'approvisionnement ingénieuse. D'une part, il encourage la formation de forgerons spécialisés capables de réparer et même de reproduire les fusils importés, garantissant ainsi une autonomie relative dans la production d'armes. D'autre part, il noue des liens commerciaux avec les Britanniques établis en Sierra Leone, afin d'acquérir des fusils modernes et des munitions. Ce système hybride combinant production locale et importation étrangère assure une logistique solide qui soutient la résistance dans la durée. Conscient que la survie de son empire ne peut reposer uniquement sur la guerre, Samori déploie aussi une véritable politique économique et sociale. L'agriculture devient un pilier central. Dans les régions pacifiées, il favorise la culture des terres et mobilise ses troupes en temps de paix pour participer aux récoltes. Cette organisation accroît l'autosuffisance alimentaire du Wassoulou et garantit la subsistance des soldats comme des populations civiles. Le commerce constitue un autre levier majeur. En contrôlant les grandes routes reliant le Sahara à la côte atlantique, Samori met en place un système de taxation des marchandises, tirant profit d'échanges essentiels comme la noix de cola, l'or et le sel. Ces revenus stables permettent de financer son administration et d'entretenir une armée professionnelle. Parallèlement, il instaure des structures éducatives et judiciaires adaptées. L'enseignement coranique se développe pour diffuser la culture islamique et renforcer l'unité idéologique de son empire. Sur le plan juridique, Samori instaure un système qui combine la charia et les coutumes locales, permettant de concilier justice religieuse et tradition populaire. Cette organisation confère à son autorité une légitimité à la fois spirituelle, politique et sociale. Sur le plan militaire et territorial, Samori mène une politique d'expansion réfléchie. Il s'empare notamment du Bouré et du Bidiga, riches en gisements aurifères, ce qui renforce l'indépendance financière de l'Empire. Parallèlement, il pratique une diplomatie prudente. En concluant des traités de non-agression avec certains États voisins, comme Timbo et Dinguiraye, il sécurise ses frontières et peut concentrer ses forces contre les Français. Grâce à cette stratégie mêlant alliance, conquête et organisation interne, l'empire du Wassoulou s'étend sur de vastes territoires, englobant des parties de la Guinée, du Mali, de la Sierra Leone, de la Côte d'Ivoire et du Burkina Faso. Fort de plusieurs centaines de milliers de sujets, d'une armée disciplinée de dizaines de milliers d'hommes et d'une administration centralisée, l'empire de Samori se dresse comme un bastion incontournable face à la progression coloniale française. En 1882, l'officier français Gustave Bornis-Desbordes tente de placer le Wassoulou sous protectorat français. Samori rejette fermement cette offre, y voyant une tentative d'asservissement, et choisit sans équivoque la voie de la résistance armée. Le conflit s'ouvre avec la bataille de Kenyéran, carrefour stratégique pour le commerce et les opérations militaires. Les Français, forts de 600 soldats et d'une artillerie lourde, parviennent à occuper le site, mais au prix de lourdes pertes. Une centaine d'hommes, dont plusieurs officiers, tombent au combat. Face à eux, Samori mobilise près de 5000 guerriers Sofa, organisés en petites unités mobiles qui harcèlent sans relâche l'ennemi. Bien que Kenyéran tombe, la résistance démontre la supériorité tactique de Samori et inflige un coup élevé à l'armée coloniale. L'année suivante, en 1883, il enregistre un nouveau succès à Wayo-Wayanko. Grâce à son réseau d'espions, il anticipe la marche des troupes françaises et les attire dans une vallée escarpée, où leur artillerie se révèle inutile. L'embuscade est un triomphe. Environ 150 Français sont tués, contre des pertes limitées pour les Sofa. Cette victoire renforce l'aura de Samori
qui attire à lui de nombreux guerriers malinqués, prêts à rejoindre sa cause. Toujours conscient de l'infériorité technique de son armée face à la puissance de feu française, Samori redouble d'inventivité en développant des tactiques militaires adaptées au terrain, privilégiant la mobilité, l'embuscade et la guerre d'usure. Sa stratégie novatrice confirme son génie de chef de guerre et inscrit son nom parmi les plus grands résistants du XIXe siècle. En parallèle de l'organisation de son armée, Samori Touré met en place un système de renseignement particulièrement efficace, destiné à surveiller aussi bien ses alliés que ses ennemis. Ces stratégies confirment son génie militaire et installent son nom parmi les plus grands résistants africains du XIXe siècle. Privé de son guide, l'Empire se désagrège rapidement, ouvrant la voie à l'avancée coloniale française. Capturé en septembre 1898 à Guélémou, Samori Touré est considéré par les autorités françaises comme un prisonnier politique de tout premier plan. Craignant qu'il ne suscite un nouveau soulèvement ou un regroupement de ses fidèles, les colons choisissent de l'exiler loin de ses terres natales. En janvier 1899, il est conduit à Saint-Louis du Sénégal, puis embarqué vers le Gabon. On l'installe sur l'île isolée de Misanga, au milieu du fleuve Ogooué, dans un environnement insalubre et difficilement supportable. Confronté à la chaleur écrasante, aux maladies et à l'isolement, l'ancien empereur voit sa santé décliner inexorablement. Le 2 juin 1900, à l'âge d'environ 70 ans, Samori s'éteint officiellement des suites d'une bronchopneumonie. Sa disparition, loin des siens, illustre la douleur et la tragédie des résistances africaines face à la domination coloniale. Malgré la volonté de l'administration coloniale de faire disparaître son souvenir, la figure de Samori Touré s'est transmise à travers les générations. Au XXe siècle, dans le contexte des mouvements d'indépendance, il est réhabilité et célébré comme un héros national et panafricain. En 1968, sous l'impulsion du président guinéen Sékou Touré, ses cendres sont rapatriées en Guinée et placées dans la grande mosquée Faisal, aux côtés d'autres résistants tels qu'Alpha Yaya Diallo. Son héritage est également honoré par l'érection de statues en Afrique de l'Ouest, témoignant de l'ampleur de son influence historique. La culture populaire perpétue aussi sa mémoire. L'orchestre Bembeya Jazz lui consacre l'album Regard du passé, Alpha Blondy l'évoque dans sa chanson Boris Samori, tandis que la plume d'Amadou Kourouma, dans Monet, Outrage et Défi, redonne vie à son combat et à sa vision.